de pan-résistance. Alors ça, ce n'est pas très impressionnant parce qu'on est en microbiologie. Par contre, quand on est clinicien, c'est évidemment très inquiétant puisque le patient n'a pas de possibilité thérapeutique évidente. Donc la souche est résistante parce que le traitement n'est pas efficace, c'est le point de vue du clinicien, parce que la CMI, la concentration minimale inhibitrice, est augmentée, donc on ne peut plus empêcher cette croissance, ou ça c'est le point de vue du microbiologiste, et enfin, parce qu'elle a une concentration significativement différente de celle de la population normale, et ça, j'allais dire, c'est l'approche plus classique mathématique de l'épidémiologiste. Donc vous voyez que déjà les définitions ne sont pas les mêmes, les spécialistes ne sont pas les mêmes, et donc on perd beaucoup de temps à définir une stratégie de lutte contre la résistance. Alors on décrit très bien maintenant les phénomènes de résistance qui sont multiples. La bactérie est extraordinairement intelligente pour trouver des parades. Elle peut empêcher l'antibiotique de pénétrer, c'est ce qu'on appelle une diminution de perméabilité. Elle peut modifier la cible de l'antibiotique n'arrive plus à s'accrocher. Il peut être dégradé, envoyé vers une autre voie métabolique, et de façon encore plus récente, on a décrit une pompe à efflux, c'est-à-dire que la bactérie va utiliser son énergie pour sortir l'antibiotique de la cellule, et donc pour résister de façon très efficace. Alors il y a toutes sortes de supports génétiques, on ne va pas faire un cours de génétique ce soir, simplement pour vous expliquer que toute cette information sur la résistance va être véhiculée par les chromosomes, par les plasmides, par des transposons, par des intégrons, et tout ça se fait par différents mécanismes très sophistiqués que va développer la bactérie, soit par une sexualité bactérienne, vous voyez ici une photo particulièrement obscène de transformation et de passage d'informations entre deux bactéries. On peut avoir aussi la même chose par bactéries compétentes ou par transduction, par vectorisation entre deux bactéries. Et donc l'information capitale de comment résister à l'antibiotique passe d'une bactérie à une autre. Alors que se passe-t-il en présence d'antibiotiques? D'abord, il peut y avoir une émergence naturelle au sein de cette colonie bactérienne d'une bactérie qui apprend par mutation à résister aux antibiotiques. Cette bactérie va évidemment se répliquer et on va appliquer sur ces colonies bactériennes des antibiotiques, ce qu'on appelle une pression de sélection. Évidemment, sous pression de sélection, sous cette antibiothérapie, les bactéries qui ont appris à résister vont survivre, alors que celles qui ne savent pas résister vont avoir du mal à se développer. Et donc, on va avoir très rapidement cette sélection de bactéries uniquement résistantes qui sont les seules à avoir un avantage écologique à rester, alors que les autres ont été tuées par l'antibiotique. Qu'est-ce que cela donne en pratique? On peut avoir des modifications, comme je vous l'ai dit, avec l'apparition d'un mutant résistant. On peut avoir aussi, donc, rapidement, sous cette antibiothérapie, réduction de la population sensible. Et on peut avoir, enfin, une sélection sous ce traitement antibiotique de germes uniquement résistants aux antibiotiques. Autre situation, décrite en particulier pour le staphylocoque doré, on peut avoir la sélection d'un clone qui est une nouvelle famille entièrement résistante qui va diffuser sur l'ensemble d'un individu ou sur l'ensemble de la population humaine. Et enfin, dernière découverte encore plus inquiétante, les bactéries peuvent profiter d'une bactérie déjà résistante pour acquérir des informations génétiques et diffuser de façon horizontale entre bactéries, voire entre espèces, les mécanismes de résistance. Donc vous voyez, quand on parle de résistance, c'est effectivement un problème environnemental, comme l'a bien dit William Dahl. Ce n'est pas uniquement de la génétique ou de la bactériologie, c'est aussi l'exposition aux antibiotiques au niveau d'un individu ou d'un animal, et c'est surtout une population humaine ou une population animale qui va favoriser la diffusion des résistances. Donc on en arrive à cette une un peu choc de Newsweek, qui est, est-ce qu'on assiste à la fin du miracle antibiotique? Est-ce que c'est la fin des antibiotiques? Est-ce que c'est le retour à l'ère pré-antibiotique? Pourquoi ça? Parce que plus on reçoit d'antibiotiques, plus on est exposé aux antibiotiques, plus le taux de résistance augmente. On a un graphique ici très impressionnant. Vous voyez ici la consommation d'antibiotiques et ici la résistance, en particulier du pneumocoque. La France est évidemment très mal placée, avec une très forte exposition antibiotique et un très fort taux de résistance. On le voit encore mieux ici sur cette carte. Vous voyez que plus c'est vert, mieux c'est, plus c'est foncé, plus c'est inquiétant. Et vous voyez que la France avait le record européen de résistance du pneumocoque. Le pneumocoque, c'est un germe très banal qui donne des otites, des mastoïdites, des méningites, des pneumonies.
et vous voyez que c'était extrêmement inquiétant, ce qui a fait réagir très rapidement les autorités. Vous avez tous vu cette campagne. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique, c'était il y a 10 ans. L'idée étant de réduire la consommation antibiotique, en particulier chez les enfants. Cette campagne a eu un impact positif. Vous voyez ici le nombre d'antibiotiques que recevaient, le nombre de cures antibiotiques que reçoivent les enfants. C'est impressionnant, entre 1 et 4 ans, un enfant recevait en hiver entre 2 et 3 traitements antibiotiques. Et on voit que grâce à cette campagne, on a quand même gagné un traitement antibiotique par an et par personne. Et on voit aussi que chez les adultes, on a une réduction relativement significative. Donc, bon point pour la campagne, les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Bon point aussi microbiologique, et ça c'est rassurant, quand on arrête, quand on diminue l'exposition des antibiotiques en population, on voit régresser la résistance. Donc ça c'est plutôt rassurant. Moins d'antibiotiques égale moins de résistance, mais il y a un bémol, c'est qu'en même temps que le plan antibiotique, est intervenue la vaccination antipneumococcique. Les choses sont plus compliquées que l'exposition antibiotique seulement, puisque vous savez que nous sommes en contact en permanence les uns avec les autres, et qu'il y a aussi ce qu'on appelle la transmission croisée, directe ou indirecte. Quand vous serrez la main de quelqu'un, vous récupérez ces bactéries, éventuellement résistantes, et donc c'est comme ça que les bactéries diffusent. De la même façon, la plupart des matériaux inertes sont contaminés par des bactéries, en particulier les téléphones portables, les claviers d'ordinateur, et donc c'est comme ça aussi qu'on voit se transmettre des bactéries parfois sensibles, mais parfois résistantes, et on peut être porteur de bactéries résistantes 6 mois, 12 mois ou 18 mois, sans être à l'hôpital, sans être exposé à un quelconque antibiotique. Donc il a fallu mettre en place des plans de plus en plus compliqués. Vous voyez ici le plan hospitalier de la PHP. D'abord, savoir dire non aux antibiotiques, c'est la meilleure des choses. Si on utilise des antibiotiques, mieux les utiliser. Et enfin, prévenir les infections, et en particulier la transmission croisée, avec des gestes d'hygiène que vous avez tous vus, l'utilisation de solutions hydroalcooliques en particulier. Malheureusement, la France reste un mauvais élève. Vous voyez qu'on est dans le peloton de queue avec la Grèce et avec Chypre. Malheureusement, en ce moment, quand on est avec la Grèce et avec Chypre, on n'est pas dans les bons élèves. La même chose pour la consommation antibiotique. Et vous voyez que ce qui est complètement anormal, c'est que la consommation antibiotique en France est 3 fois supérieure à celle des pays sages du Nord ou des pays baltes. Donc on n'a aucune raison de consommer 3 fois plus d'antibiotiques en France que dans les pays baltes. Alors, ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'on a vu l'épidémiologie se modifier très rapidement. Lorsqu'on a commencé les campagnes de lutte contre les bactéries résistantes, on était très préoccupé par le staphylocoque doré résistant à la méticilline. Ce fameux staphylocoque qui se transmet par les mains. Et donc les hôpitaux ont fait cette campagne antibiotique et ils ont favorisé l'utilisation des solutions hydroalcooliques. Impact très positif. Mais la nature ayant horreur du vide, on a créé une niche écologique et on a favorisé l'émergence à la place, vous voyez qu'il y a vraiment un phénomène de miroir, de ce qu'on appelle les entérobactéries BLSE, c'est-à-dire producteurs de bêta-lactamase. Et ça, c'est des bactéries beaucoup plus difficiles à éradiquer, puisque ce sont des bactéries qui sont présentes dans votre tube digestif avec des quantités considérables et parfaitement capables de résister à la plupart des antibiotiques. Donc, mobilisation générale. La première organisation à tirer la sonnette d'alarme, c'est l'OMS en 2007. L'Union européenne réagit aussi en 2009 avec la création de la journée antibiotique, le 18 novembre. Et enfin, et là c'est encore plus inquiétant, le Forum économique mondial publie cette année, dans son rapport annuel, une alerte majeure en disant que la principale menace pour la santé mondiale, c'est la résistance aux antibiotiques. Ceci est parfaitement démontré par cette carte. Vous voyez la résistance, ici en Europe, à un germe extrêmement banal qu'est l'Escherichia coli, le germe des infections urinaires en particulier. De plus en plus de résistance en Europe pour un germe très banal traité en ville. De plus en plus de résistance aussi sur des germes très agressifs comme Klebsiella pneumoniae ici, multirésistant. Et multirésistant veut dire qu'on n'a quasiment plus aucun antibiotique à proposer en milieu hospitalier, en réanimation, en chirurgie, pour ce type d'infection qui peut donner désormais des impasses thérapeutiques et des décès. Donc on retrouve aujourd'hui, en France, en Europe, aux États-Unis et ailleurs, des gens qui meurent d'infections graves bactériennes parce qu'il n'y a plus d'antibiotiques disponibles pour cette infection. Donc on revient au début des années 30.
Vous voyez que la France a fait des progrès sur son exposition antibiotique, mais qui reste relativement faible. C'est ce que je voulais vous montrer. Donc depuis 10 ans, on a un petit peu diminué, mais on reste à un niveau élevé. Et n'oubliez pas, c'est pour ça que je vous mets cette diapositive, que l'essentiel de l'exposition antibiotique de la population se fait en ville, contrairement à ce qu'on pense. Certes, on reçoit beaucoup d'antibiotiques à l'hôpital, mais l'exposition en ville, en communauté, est extrêmement importante. Donc, on arrive du plan « les antibiotiques sont pas automatiques » au plan national d'alerte, qui est un peu plus inquiétant, diffusé l'année dernière, et on a maintenant l'obligation de mettre en place des actions majeures. Alors, les campagnes, vous les avez peut-être vues, elles ne sont pas forcément très mobilisatrices, et surtout des modifications de pratique. Or, vous voyez qu'ici, sur des chiffres des hôpitaux parisiens, on voit progresser en permanence l'incidence, la prévalence